Timothée Ancio, bonjour. Bonjour. On est sur une chaîne YouTube qui s'appelle Improviews. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Eh ben, bonjour Improviews, je m'appelle Timothée Ancio, je suis comédien et improvisateur. Je fais plus que de l'impro depuis les 5 dernières années, et ça fait une quinzaine d'années que je fais de l'impro. J'agis essentiellement au sein d'une compagnie qui s'appelle la compagnie d'improvisation E, dans le cadre dans lequel je suis un membre actif, quoi, puisque j'occupe depuis quelques années déjà la fonction de directeur artistique de la compagnie. Okay. Voilà. On est là pour 1 heure. Ouais. On va parler de la compagnie Improvisation E. Mmh. On va parler de mise en scène, de direction artistique. On va parler de votre parcours, votre expérience, votre vision. Et j'aimerais qu'on démarre avec la compagnie Improvisation E. Ouais. Ça fait 10-15 ans que cette compagnie existe. Comment elle a été créée et qu'est-ce qui a donné naissance à la création de la compagnie des E? Alors j'étais moi personnellement pas là au moment de la création. C'est une troupe, c'est le groupe, enfin c'est l'assaut d'impro le club impro d'une école de commerce, quoi. C'était l'ESSEC. Les Improvisibles de l'ESSEC, et ça se passait bien, ils se marraient bien, ça jouait bien, et ils ont eu envie de continuer, quoi, après l'école. Et c'est là qu'ils ont fondé les E. Je crois au début c'était un pool, il y avait jusqu'à 8 à 12 personnes, quoi, d'une troupe amateur qui avait envie de jouer. Je l'ai rejoint après 1 an et demi d'existence, je pense, quelque chose comme ça. Ça a été créé en 2006. J'ai dû le rejoindre 1 an et demi après, avec Loïc notamment. Et puis, comme plein de troupes, en tout cas il y a eu différentes vagues, quoi. Justement, ça m'intéresse, les différentes vagues. Ouais. Et au début, sauf erreur de ma part, c'était des formats plutôt américains qui étaient joués, type Harold. Ouais, je crois que le tout premier format, c'était un cabaret qui s'appelait Nous. C'était des scènes courtes. Je crois que c'était genre MC tournant, et la dernière impro, c'était une impro plus longue dans laquelle ils reprenaient plein d'infos, de connexions des scènes d'avant, quoi. Et puis après 1 an, ils ont fait ça pendant 1 an et demi, et après la compagnie a voulu faire un Harold, quoi. Et c'est là que je l'ai rejoint, moi, avec Nabla. Ça m'intéresse qu'on parle du format Harold, qui est un format américain. Ouais. Pourquoi ce choix, qui n'existait pas en France à ce moment-là, enfin, qui était très très peu présent, et avoir un retour d'expérience sur le Harold, Ouais. qui cartonne aux États-Unis à ce moment-là, qui était arrêté. Ouais. En fait, je pense que c'est dès l'ADN de la compagnie, dès le début. En gros, le positionnement, quand même, moi, c'est ce que j'ai reçu quand je suis arrivé. C'était la volonté de faire quelque chose qui sortait du cadre du match. Et je pense même clairement, à l'intérieur, on disait bon, voilà, on n'aime pas le match, on trouve que c'est pas bien. Le format en lui-même, il y a des trucs qui lui manquent. Et en plus, il y a une sorte d'hégémonie de cabaret et de match. Et que les cabarets de l'époque ressemblaient en fait à des matchs. C'est juste, c'était pas la même. Il n'y a pas 2 équipes, mais en gros, il y a une équipe. Le MC, il a vraiment un rôle d'arbitre. Les catégories sont très similaires. Donc tout ça est un peu la même chose. Et c'est par les Yann et Nabla qui se sont renseignés sur ce qui se passait un peu ailleurs, et qui ont lu des bouquins, qu'on se sont mis en relation avec des gens. Et c'est de là qu'est née, je pense, la volonté de faire le Harold. Hey, mais c'est cool, ça marche aux États-Unis, c'est hyper intéressant ce qu'ils font là-bas, faisons-le, quoi. Et c'est comme ça que c'est né. Juste nous rappeler le Harold Je pense que c'est un des formats les plus compliqués à expliquer. Moi, j'adore, j'ai adoré. Je pense que c'était hyper important dans mon parcours, parce que tu apprends plein de trucs trop bien. En gros, il y a une sorte de structure qui commence par un jeu d'ouverture, puis on fait une suite de 3 scènes, on revient à un jeu d'ouverture, et on retrouve les scènes, et on clôt par un jeu d'ouverture. Mais en fait, je pense que c'est un format ça s'explique le mieux par l'esprit du truc, l'esprit d'impro que ça fait véhiculer. La structure, on s'en fout. C'est juste un moyen de faire jouer 8 personnes, en gros. Mais c'est l'esprit, et moi, je devrais résumer l'esprit par, en gros, c'est une impro un peu plus... il y a cette logique organique dans le sens fais des choses sans savoir, on trouvera bien le sens plus tard. Et le plus important, c'est fais un truc, l'autre va te copier. La force du miroir, la force de l'amplification, et en gros la force du nombre et de l'implication. Si on est 2 à faire un truc comme ça un peu bizarre, tout d'un coup on sera 8 à le faire, donc on va le faire avec plus d'implication, et à un moment on va bien trouver le sens. Et c'est vraiment, c'est logique pour moi, hein, ouais, miroir, amplification,
qui nous aide à trouver une sorte de jeu de scène, quoi. La structure, elle est juste là pour mettre 8 personnes sur scène, quoi. Et après, ça donne un esprit de liberté. Moi, ce que j'ai adoré, c'est l'esprit de liberté que ça crée. C'est parce que comme je peux faire un truc sans savoir, j'ai envie d'y aller, j'y vais. Et je sais que je suis appuyé par les autres. Et puis très vite, moi j'avais un an d'impro dans les pattes, mais t'apprends tout de suite à couper une scène. Donc dès le début, tu comprends que une scène, tu peux la couper, tu peux passer à autre chose. Donc t'es tout de suite beaucoup plus en lien avec la notion de rythme. Dire, là, il faut que ça coupe. T'apprends d'autres choses, qui est le principe du jeu de scène, quoi. Dire, on n'a pas besoin forcément d'une histoire. L'histoire, ça peut être juste la table s'allonge. On est au resto et au fur et à mesure, la table s'allonge. Ça suffit en fait. Super cool. Et c'est parce qu'on n'est pas du tout en lien, on n'est pas du tout obligé de construire une histoire, juste en amplifiant ce que tu fais, que les histoires sont très originales. Parce que je suis pas en train de les inventer dans ma tête. Je suis pas en train de me dire, ça serait cool de faire une scène avec un archiviste qui découvre un truc secret qui va permettre de je sais pas quoi. On est juste en train de faire et on sait pas où ça nous mène. Et à un moment, on se rend compte qu'on est des troglodytes philosophes dans une grotte et qu'on invente la notion de matérialisme dialectique. Et tu fais, ah ok, ça c'est cool. Parce que même si je l'avais dans mon cerveau, j'oserais pas le faire. Parce qu'on fait, je suis pas sûr que ça va être une bonne impro, mais là on est pris dedans, t'amplifies le truc, ça donne ça. Le Harold est un format américain, plutôt d'une mouvance d'El Close. Aujourd'hui, les ont quitté un peu cette mouvance d'El Close. Il y a eu un courant un peu johnstonien, chemin du héros. Comment cette transition s'est opérée? Pourquoi? Je pense que l'esprit de Keith Johnston, il est dans les pores de la troupe dès le début même. Yann disait ça, un jour on avait invité, je crois, Florian Bartsch à venir jouer avec nous. Et dans la présentation, il avait dit Florian ne le sait pas, mais il est peut-être à l'origine de la compagnie. Parce que son premier atelier, sans cours et sans chaussettes ou je sais pas quoi, il faisait des exos de Keith Johnston. Je crois qu'Yann y avait été, et peut-être aussi Nabla. Et dès le début, il y avait ce truc, c'est trop bien. Donc moi, dès que j'ai intégré la compagnie, on faisait des exos de Kiss. Donc c'était quand même déjà présent. Il y avait cette compagnie, les Improfessionals, où il y avait Flo, où il y avait aussi Marc. Et très vite, c'est devenu notre modèle. On dit, notre modèle, ça va pas être cette grande troupe d'impro qui fait du match, c'est plutôt les Improfessionals parce qu'on trouve leur show super. Et donc au début, c'était notre modèle. Après même, c'était nos petits frères, c'était nos grands frères. Et puis maintenant, c'est devenu nos collègues. Donc ça, c'était présent. Et très vite, on s'est dit, on est un groupe de la synthèse en fait. Ouais, l'école de Chicago c'est trop cool, le Harold c'est trop cool, mais Keith Johnston c'est trop bien aussi. Du coup la deuxième année, après la première année on a fait des Harold, la deuxième année on a fait un plus ou moins qui est un format de Kiss. Et je pense qu'on s'est très vite positionné en disant notre truc ça va être la synthèse de ça. Vers quoi ça nous mène je sais pas, mais c'est devenu ça. Et puis en gros on a continué avec ces deux formats. Très vite le plus ou moins est devenu un peu le format de référence. Parce qu'on a appris le mischief, que ça nous a plu, enfin cette notion d'être sale gosse, d'être taquin, d'être complice. Et mélangé aux deux, la réponse c'était faut qu'on fasse une pièce de théâtre improvisée. Le plus ou moins, ça nous a donné des tips de narration, on a compris, c'est un format où on demande au public est-ce que vous voulez voir plus ou moins. S'il aime bien, on continue l'histoire, s'il aime pas, on s'arrête, et on fait une sorte de battle de directeur, dans le but de faire la scène la plus longue. Mais ce truc-là nous a amené le public il aime pas. Quand il y a un refus, en fait, ouais. Quand il y a un refus sur scène, le public va nous dire non parce qu'il sent que l'histoire avance pas et que ça va être chiant. Quand tout est déjà fait, il va dire non, l'histoire elle est finie. Donc on apprend naturellement à alimenter cette histoire. Rajoute à ça un peu les notions de Harold où la connexion c'est hyper important. C'est aussi, je trouve là-dedans qu'on va trouver l'art de la réincorporation. Parce qu'en gros tu fais un jeu de scène, tu fais les premières scènes, après tu vas retrouver les trucs. Et t'as plein de petites... plein d'outils hyper pratiques pour faire une pièce de théâtre improvisée. La structure globale d'une histoire, la liberté que donne quand même le Harold, le principe de connexion. Je parle connexion, pas forcément toi et moi, on est embarqués dans le même truc, mais même cette notion de callback, chaque élément créé, je peux le réutiliser. Et j'ai pas besoin de réfléchir à qu'est-ce qui se passe après, c'est juste en réutilisant les éléments créés, je trace ma route, quoi. Et ça donne naissance à Bio? Non, Bio, c'est après notre premier long forme. La pièce de théâtre improvisée, on l'a appelée J. Kazanaga, parce qu'on savait, voilà, parce qu'on n'avait pas de titre. Que moi j'appelais les gens Kazanaga souvent sur scène, Monsieur Kazanaga. Loïc appelait les gens souvent Joseph, c'est devenu J. Kazanaga. Après, marketingement, ça marchait pas trop. C'est devenu les improbables aventures des E. Et ça, c'est devenu le format phare, longue forme, quoi, la pièce de théâtre improvisée. Et après, ça va être un peu arrogant, je pense qu'on est devenu entre guillemets trop bon et donc mauvais. Parce qu'au bout de 20 minutes, 30 minutes, on savait déjà où l'histoire allait. Du coup, on improvisait un peu moins.
Il y avait des patterns, donc des choses qu'on faisait qui revenaient, quoi. Et un peu le sentiment qu'on s'ennuyait. Et puis il y a un truc dur, là j'ouvre une parenthèse, il n'y a rien de plus dur que de changer un spectacle en cours. C'est-à-dire que ça faisait 4 ans qu'on le faisait, on a pris des habitudes et des routines, et changer ça, c'est hyper dur parce que ouais, tu as tes habitudes, tes routines, et tu dis maintenant on continue de jouer ce spectacle-là, mais on change ça et ça. Ah, c'est hyper dur. C'est ce qu'on vit un peu quelquefois avec Bio. Mais on pourra en reparler. Et du coup, avec cette pièce de théâtre improvisée, c'était cool, mais on avait un peu l'impression de tourner en rond. Et donc là, à un moment, j'ai dit bon, on change de show, on va faire un truc qui s'appelle Bio. Et j'ai questionné tous les membres de la compagnie en disant, je me suis référé au travail qu'avait fait Nabla. Il avait mis en sorte, fait émerger 5 piliers d'impro, qui étaient forts dans notre compagnie. La narration, qui pour moi était plus en lien avec la philosophie Keith Johnston, quoi. L'organique, donc les logiques de découverte, les logiques d'invention, ce qu'on avait appelé le jeu d'acteur, la logique d'incarnation, et ce qu'on avait appelé la confiance, qui était un peu le fourre-tout. Et le premier, zone de risque, zone de contrôle, qui était le rapport à la spontanéité, à quel moment je prends un risque, dans quel moment je suis dans une zone de contrôle. On avait un peu ces 5 piliers-là, et un 6e s'est ajouté celui de la création, quoi. Et moi je suis venu voir les gens en disant on va faire une biographie, mais je sais pas ce qu'on va faire comme forme. On va se baser sur un ou deux des piliers. Toi, tu voudrais l'axer sur lequel? Et globalement, les gens ont dit moins la narration, parce que c'est ce qu'on faisait avec la pièce de théâtre improvisée Kazanaga. Jeu organique, c'est des trucs qui sont revenus souvent. Moi, au départ, je pensais que Bio, ça allait être un spectacle d'impro dirigé. Mais comme les gens ont dit pas de narration, je l'enlève, parce que l'intérêt d'un spectacle d'impro dirigé, c'est de pouvoir calibrer les trucs narratifs, quoi. Donc organique et jeu d'acteur, c'est devenu les premières racines de Bio, c'est devenu oui, en fait il faut qu'au milieu du spectacle on commence une scène sans savoir ce qui s'y passe. Oui, on va casser la chronologie. Du coup, oui, Bio en fait ça peut être juste une succession de petites histoires avec juste un héros en commun. Donc ça peut être la première scène le jour où il a acheté un déguisement d'Halloween et il a eu peur des fantômes et juste ça reste. Ça peut être son rapport avec j'en sais rien, le patronat, et à un moment il s'est viré et du coup ça reste, mais ça peut être plein de petites scènes indépendantes. Donc il y avait la notion de pas chronologique, la notion de il faut que je puisse commencer une scène sans savoir ce qu'il a avec rien, quoi. Et très vite, je pense que c'est venu avec un atelier avec Timor qu'on a fait, ce travail sur les transitions, quoi. Mais aussi il y avait la possibilité, et ça on le savait pas, mais c'est devenu après 1 ou 2 ans, la logique de longue forme décomplexée. J'aimerais qu'on prenne un peu de temps pour parler justement du travail de Tim Orr. Et je pense à l'édite de scène et à la particularité de Bio, qui est un spectacle pour un novice, qui est un spectacle qui est efficace, qui va vite et qui est bluffant par le fait que les scènes ne s'enchaînent pas. Et je ressens une couleur très forte, une empreinte forte du travail de Tim Orr. Ouais, c'est vrai. Et en même temps, c'est vrai parce que c'est facile à repérer. C'est-à-dire, tout ce qui est technique, tu le vois. Une transition, c'est hyper technique. Je prends une scène, je passe à une autre scène. C'est une logique de jeu où on va dire on va prendre des risques. C'est pas technique. Est-ce que tu peux le voir? C'est sujet à débat. Donc, c'est clair que ça se sent, mais ça se sent parce que c'est ce qu'il y a de plus facile à regarder, quoi. Du coup, est-ce que tu peux développer justement Ouais. Le travail de Tim Orr? Franchement, il est venu une fois, je me souviens, je crois, c'était Marc qui avait fait venir Tim Orr, mais il faisait pas partie de la compagnie, juste il l'avait fait venir. Moi, j'étais venu prendre l'atelier, Jeanne aussi. On avait fait le truc, c'était super. C'était assez large, j'avais travaillé sur les persos, etc. Et je suis allé voir Tim et je dis, mais nous, on répète le mercredi, tu peux nous donner un atelier, là, ce que tu as fait sur les transitions, c'était super. Il est venu. Il a juste dit, on peut faire un truc comme ça c'est possible. On a passé 10 minutes dessus. On peut faire un autre truc, on a passé 10 minutes dessus. Et là, à cette époque-là, ça devait être en 2012-2013, je pense. Ça nous a fait un nouvel univers de trucs, quoi. On peut jouer avec le temps et l'espace. On a pris ça. C'est quoi ces 2 techniques de transition, par exemple? Franchement, c'est les rapports temps-espace. En gros, la plus basique, celle que nous, on a le plus travaillé, c'est ce qu'on appelle maintenant, on appelle comment entre nous, la transition triangle, on va dire, ou la transition pivot. C'est je fais une scène avec toi ici, dans un temps et en espace, quelqu'un arrive ici, tu restes là où t'es, je joue avec cette personne dans un autre temps et un autre espace. Donc avec toi, je peux être un patron et on négocie mon augmentation, et avec là, je peux être avec ma femme, à dire que je vais demander une augmentation
que je vais voir mon patron. Donc on comprend que c'est la scène d'avant. On joue avec ça. Je pense que très vite, l'intérêt que ça représente, c'est qu'une fois que c'est bien établi, on peut jouer avec la porosité des scènes. C'est-à-dire que la personne qui est là peut venir à côté de toi. Et tout d'un coup, comme on l'a établi, on comprend qu'il y a 2 scènes imbriquées l'une dans l'autre, mais on peut jouer avec cette porosité. Ou alors, ma femme, du coup, peut venir devant toi et on peut juste jouer avec l'idée de dire mais j'ai l'impression que tu me regardes pas parce que je suis en train de faire ce truc-là, quoi. Tim Orr, donc San Francisco, Ouais. les États-Unis, etc., a un rapport spectacle public particulier parce qu'il y a une notion d'efficacité, de performance dans les shows américains. Et est-ce que c'est quelque chose qui a été intégré par la compagnie des E en disant si on utilise ces techniques-là, en plus on va avoir des shows efficaces et performants pour le public? Non, je crois pas. Je crois vraiment, en fait, c'est vraiment le constat du spectacle d'avant, en disant on est devenu un peu trop expert et du coup, pas hyper bon en impro dans le sens où on a moins de spontanéité. Ce que je disais, quoi. On veut travailler de l'organique, on veut travailler de jeu d'acteur. On va faire une bio de manière organique qui met l'accent sur le jeu d'acteur. Au début, c'était ça. Du coup, là, les transitions de Tim Orr, ça joue grave. Comme c'est une biographie, oui, on peut checker dans le passé. Je peux faire une scène avec toi et je peux faire une scène avec moi enfant en même temps. Ça vient accélérer le temps, condenser les choses et c'est un outil pratique. Mais vraiment, les racines de bio, je pense que c'était longue forme décomplexée, des chronologies, retrouver le plaisir d'improviser. Et en fait, il s'est avéré qu'on a eu le cours de Tim Orr sur les transitions et là on s'est dit ouais, là ça match. Mais je pense que c'est plus cette envie et il y avait l'outil qui est venu. Si on s'était dit on veut continuer la narration, franchement moi au départ j'étais parti pour faire de l'impro dirigé. On fait une bio, un directeur tournant ou un truc comme ça pour jouer le truc. Mais c'est vrai que c'était une rencontre super. Nous, on est allé à San Francisco, mais pareil, c'est encore le fruit du hasard. On était allé dans un festival à Chicago, on avait adoré l'expérience. On s'est dit, il faut en refaire un. Les États-Unis, c'est un super endroit pour voir de l'impro. Parce que oui, ils sont en avance, parce que oui, il y a un espèce de développement artistique et business en même temps. San Francisco, c'était une ville cool, quoi. Ça avait l'air cool. Il y a un festival, viens, on y va. Ils ont un peu rigolé en disant qui sont ces Français qui viennent, quoi. On leur a dit, mais on s'occupe du trajet, on s'occupe de tout. On avait rencontré un autre mec qui s'appelle Clay, qui faisait partie d'une troupe qui s'appelait The Unscripted Theater, qui était venu à Paris, on s'était croisés comme ça s'est bien fité, il nous a dit mais venez, je vous loge. On s'est dit bon, on a un logement, mec super cool, a logé 5 d'entre nous pendant 3 semaines. Et là on s'est dit mais en plus c'est la ville de Tim Orr. Rien, on fait un atelier avec nous. Mais une autre personne pas connue, qui est clairement une grande aide pour nous, c'est Ken Adams, qui a écrit un bouquin qui s'appelle How to Improvise a Full-Length Play. Comment faire une pièce de théâtre improvisée. Et lui, c'était dès le début, même dans le show avant bio. Je pense que c'est Yann qui m'en avait parlé. J'ai acheté le bouquin. Quand on a commencé les répètes, je dis voilà, j'ai lu ce bouquin. C'était génial. Nabla a dit c'est génial, je vais l'acheter à tout le monde. Il l'a acheté à tout le monde. Et du coup, c'était la première fois vraiment où tout le monde avait lu le même bouquin. On s'est un peu pris la tête, on a essayé les exos. Parce que les bouquins de Kish, on l'avait tous plus ou moins lus, mais c'était pas tout. Il y avait une philosophie à faire partager, quoi. Celui-là, il était hyper pragmatique, des exos, comment on fait une pièce de théâtre improvisée. Aujourd'hui encore, quand je fais des stages de longue forme, moi je me base là-dessus. C'est par là que j'ai fait le truc, quoi. Et quand on est venu à San Francisco, je crois que c'était en 2013, on a fait un atelier super avec Tim Orr. On s'est dit, il faut absolument prendre un atelier avec Ken Adams. Et on est venu, et je crois que la première heure, on n'a pas fait d'impro. On a juste dit non, mais on a plein de questions. On a lu ton bouquin, c'est trop bien. Ça marche pas. Ça, on a essayé, ça marche pas. On avait dû faire peut-être 30 ou 40 longues formes déjà. Donc ouais, on a une expérience. Ça marche, mais quand tu dis ça, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'était génial de voir, c'est la seule fois, quoi. On a tous lu le même truc, on a des questions à te poser. Et c'était génial. Il était plus là à nous dire, mais oui, mais ça, vous n'êtes pas obligé, c'est pas obligé. Mais quand je dis ça, c'était super. Et c'est un bouquin que je recommande. Et aujourd'hui, les bios, donc ça a fortement évolué parce qu'il y a eu un changement majeur avec l'arrivée d'un producteur. Ouais. Grave. C'est clair que ça a vachement changé. Concrètement, qu'est-ce qui se passe dans la vie d'une compagnie, dans la vie d'un spectacle, quand il y a un producteur qui vous fait confiance, qui vous suit? Moi j'ai l'image de Bio qui jouait régulièrement, 1 fois par semaine, ensuite qui joue 5 fois par semaine, ensuite pendant 10 mois. Ouais, le fait d'avoir un producteur, je sais pas si on s'en est rendu compte tout de suite, je pense. Tout de suite, il y a une logique de professionnalisation qui s'accélère. C'est-à-dire, il y a un pro qui s'intéresse, qui est prêt à mettre des billes dedans,
zoom, tout s'accélère, quoi. Nous-mêmes, on est fiers, on est contents. En dehors des démarches, enfin que ça facilite les démarches, quoi. On est hyper contents. Donc, concrètement, est-ce que c'est le producteur qui vous a demandé de jouer plus souvent? Il y a eu aussi des moyens côté chargé de diff, côté attaché de presse. concrètement, déjà ça s'est fait, en fait c'est un producteur particulier parce qu'il a un théâtre. Il est producteur, il a quelques artistes dont il gère la prod, et il est le directeur artistique qui s'occupe de la gestion d'un théâtre. C'était le théâtre dans lequel on jouait. Il ne nous produisait pas, on jouait dans son théâtre. Donc on a joué, je pense, dans son théâtre une fois par semaine pendant 3 ans, et quelquefois on faisait les 4 soirs par semaine l'été, le mois de juillet. Donc déjà il a vu. Il a vu qu'il y a du monde, il regarde les chiffres, il fait bon, ça marche. Après il avait une casquette, je pense, particulière, c'est qu'il est assez audacieux. C'est quelqu'un qui a produit un ventriloque, un truc qui était consigné comme méga ringard. Ça m'intéresse pas qu'on parle de lui, ce qui m'intéresse c'est qu'on parle de l'évolution du spectacle de la compagnie, ou avant, est-ce que vous étiez payé? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes payé? Et en fait, j'ai envie d'entrer dans la logique business Vas-y. Et de bio. Ouais. Donc c'est vrai que ça a changé. Ce qui a changé, c'est on est en coprod, donc ça c'était une volonté aussi vu qu'on était indépendant. Donc on partage tout, ce qui est inhérent au spectacle, tous les frais et toutes les recettes liées au spectacle. Donc on a établi une sorte de coût spectacle, quoi, et on partage tout. Et du coup, les décisions stratégiques se font de manière collégiale. Redis-moi ta question. Aujourd'hui, quel est le business model en fait des sous-entendu, est-ce que dans les spectacles, chaque comédien est déclaré sur un cachet, et quelle est l'activité financière autour de ça? Ouais, tout le monde est payé par spectacle, depuis 4-5 ans, je pense. Et d'ailleurs, c'est même, il y a un prix fixe, on dit vous serez payé ça, et c'est pas dépendant de la recette. C'est combien? Le prix fixe, c'est on paye 120 € par comédien, par spectacle, un cachet. C'est un modèle unique dans les compagnies d'improvisation où les comédiens de la compagnie, se rémunèrent principalement sur l'activité spectacle et moins sur l'activité prestation d'entreprise. Ouais. Alors qu'en général, dans les compagnies d'improvisation, la part activité entreprise est importante pour rémunérer les comédiens sur les spectacles. Complètement. Prestation entreprise, eux, c'est quasi rien. Ça doit être 3 interventions par an max. Nous, on a l'école qui génère du chiffre d'affaires parce qu'on a 120 élèves à peu près. Pendant longtemps, c'était l'école qui ramenait de l'argent et les spectacles étaient déficitaires. Et puis, ça a eu tendance à bouger. Après, c'est hyper compliqué parce que y a plein d'autres frais. Il n'y a pas que les frais de la paye des comédiens. Aujourd'hui, parce qu'on a une chargée de diff, parce qu'on a une administratrice, bon, elle travaille d'ailleurs plutôt pour l'école. Là, on a eu des attachés de presse, donc il y a plein d'autres frais qui s'y mêlent. Sur le business plan, ce qu'on peut dire, c'est que les premières années, les 3-4 premières années, très vite, c'est devenu rentable. Parce qu'on était dans le théâtre du producteur. Après, on a une logique d'investissement, c'est-à-dire qu'on va dans des salles plus grandes. Et donc, au début, c'est un investissement. Donc là, il y a des zones où, oui, on peut perdre de l'argent sur des exercices, enfin sur des mois, quoi. Parce qu'on prend l'investissement, on va dans une plus grande salle. Là, on est dans une salle de 270 places, quoi. Donc oui, on va investir. On va prendre un attaché de presse, on va booster la politique de com. Mais ça, c'est de l'investissement. Mais qui fait qu'à la fin, on va peut-être se retrouver dans le rouge, ouais. La compagnie d'improvisation, est rentrée dans une logique d'entreprise. Quasiment, ouais. Avec une gestion financière, tu parles de marketing, tu parles de com, tu parles d'attaché de presse, tu parles d'investissement. Donc on n'est plus dans une association qui est à but non lucratif. On affiche clairement le fait que les est une compagnie pro qui gagne de l'argent et qui veut gagner de l'argent. Ah bah clairement, oui. Mais juridiquement, on reste une association pour l'instant. Une association pro avec une licence d'entrepreneur du spectacle référencée, quoi. Donc on réfléchit, est-ce qu'on fait des transitions, est-ce qu'on n'en fait pas, mais on est ouais. Je reviens sur la question que tu disais avant, avoir un producteur, ce qui change énormément, c'est justement ce réseau-là. Moi, on n'avait pas les moyens de trouver des attachés de presse, quoi. C'est un réseau qu'on n'avait pas, quoi. Ou alors ça mettait énormément de temps à trouver. En travaillant avec un producteur, c'est son boulot. Oui, il a un réseau d'attachés de presse, oui, il a un réseau de diffuseurs, oui, il a un réseau de tourneurs.
oui, il a un réseau de directeurs de théâtre plus important que nous, quoi. Aujourd'hui, si on joue au théâtre du Trévise, c'est par le réseau de notre producteur, c'est pas par le nôtre. Bon, peut-être qu'on aurait pu y arriver, mais c'est plus lui qui s'occupe de ça d'ailleurs. La négociation avec le théâtre directement, et il a l'expertise. C'est-à-dire que quand il fait la négociation, bah, il peut dire oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien, quoi. Ou nous, on est un peu plus néophytes. Si tu avais 3 conseils à donner aux compagnies professionnelles existantes ou en cours de professionnalisation sur la partie gestion d'une équipe, gestion de la troupe, gestion toute cette partie stratégie et entrepreneuriale. Alors attends, logique business, tu parles pas d'artistique ni du groupe, de dynamique de groupe. Des compagnies d'improvisation professionnelles, elles sont en mode associatif avec des sources de revenus qui sont de l'entreprise et un peu de spectacle. Bio a une couleur particulière parce que c'est un spectacle qui a une quinzaine d'années, qui a été... Non, il y en a 7. Il y a 7 ans. C'était créé en 2013 ou 2013. Ouais. Okay. Et du coup, qui a une logique business derrière, de jouer plus, de gagner plus, d'en faire plus, etc. Et qui a vraiment un business model orienté sur la partie spectacle. Ouais. Avec une prise de conscience de la compagnie pour faire grandir ce spectacle, on doit investir dans des moyens, attachés de presse, chargés d'éditif, etc. Qui est très souvent un frein pour les compagnies professionnelles d'embaucher quelqu'un, chargé d'éditif ou attaché de presse. Et d'où ma question, ton retour. Ouais. Bah c'est clair que ça fait peur parce que nous, à la base, on est des artistes. Donc les questions et les problématiques qui nous interpellent, c'est plutôt s'éclater à créer un spectacle, s'éclater à améliorer un spectacle et faire de l'impro. Bon, bah, on est dans un univers où on ne peut pas faire que ça, parce que pour y arriver, eh ben, il faut qu'ils vivent ce spectacle. Le premier point, en fait, et je pense pour nous ça a été ça, c'est quoi notre rêve? Jouer sur scène et être payé pour ça? Ouais. Et d'ailleurs, on s'est positionné à un moment, il y a 5, 6, 7 ans, je me souviens plus, on se l'est dit très clairement, quoi. Notre but, quand c'était pas encore le cas, c'est de jouer et d'être payé pour ça. Franchement, si on arrive à ça, ça serait pas trop le pied, et grave. Et en fait, moi aujourd'hui, bon, c'est un peu moins funky comme rêve, mais j'aimerais continuer à jouer plus et être mieux payé. Parce que comme ça, je pourrais vraiment choisir mes activités. Mais si tu me dis, je dois jouer 4 soirs par semaine et je suis bien payé, et en fait, je pourrais juste vivre que de ça. Mais le pied, je joue, je m'éclate, le matin je dors, l'après-midi je bouquine, et je fais des répètes pour d'autres spectacles, et le soir je joue, bah la vie elle est super. À partir du moment où on a le sens, quoi, en fait c'est ça le but, bon bah les questions elles vont plus claires, quoi. On a un rêve, et c'est là où on est aussi une troupe un peu d'anciens gestionnaires, hein. Donc on a notre objectif en fait. Bah si on a notre objectif, bah il faut essayer d'y arriver. Et on a une logique on avance tout le temps mais pas à pas. Mais ça, c'est clair. Et je pense que ça n'a jamais été un problème, nous, de jouer plus. Parce que c'est trop bien. Il y a eu un moment un peu comme ça. Ah bah ouais, on sacrifie du temps et de l'énergie, alors qu'on n'était pas encore payé. Mais très vite, c'est arrivé. Et très vite, d'ailleurs, c'est arrivé un peu comme ça, en disant mais attendez, les gars, on a de l'argent, là, il faut quand même l'utiliser. Combien ça vaut aujourd'hui un spectacle DE? Combien on le vend? Combien ça vaut? En euros? Définis la valeur travail et la valeur financière et je te donne une réponse à cette question. Est-ce que tous les comédiens de la compagnie des E suivent une ligne artistique définie et partagée par la compagnie des E? Oui, mais sans savoir laquelle c'est. Donc, je pense vraiment, tout est mouvant, donc on s'est posé des questions là-dessus, c'est quoi notre style, c'est quoi notre truc, et après c'est des conversations qui sont passionnantes, mais qui très vite peuvent devenir très longues, et est-ce qu'on a un modèle sur 3 points? Si tu devais définir la couleur artistique des E? Eh ben, je resterai encore sur cette notion de synthèse. On est une synthèse entre cette école de Chicago et de Keith Johnston, je pense. Après, dès qu'il y a des nouvelles recrues, ça vient et c'est traversé par les personnes qui en font partie. On avait longtemps les 5 piliers, là que j'ai dit, qui nous ont beaucoup forgé, quoi, en vrai. Je pense qu'on a un rapport à de la spontanéité, ce que je vais appeler de l'impro entre guillemets pur et dur, et ça nous plaît. Ça va être on adore l'idée que à partir d'une erreur, ça peut générer tout le tournant de l'histoire. C'est-à-dire qu'on fait de l'impro et au bout de 20 minutes, quelqu'un fait une connerie, on s'en sert, on l'utilise, c'est fun, et tout d'un coup, ton spectacle il bouge. Je crois qu'on adore l'idée de raconter des histoires.
il y a un rapport au style aussi. On n'aime pas trop la vulgarité. C'est un mot un peu has-been, mais il y a une espèce de rapport entre guillemets de semi-noblesse, je pense. La vulgarité, blague facile, machin. Vous n'êtes pas dans le punch, vous n'êtes pas dans la notion d'efficacité du spectacle, vous ne faites pas une création pour le public, vous êtes plutôt dans vos valeurs qui sont de la narration, de la spontanéité, enfin, un petit peu l'ADN de la compagnie DPE, ce serait autour de ça. Ouais, je pense. Après punch, on adore, on est aussi des cabots, hein, mais et je pense qu'il y a le rapport décomplexé. Beaucoup, on va parler de détente sur scène. Le plus important, c'est qu'on soit bien. Et c'est vrai que ces dernières années, il y avait ce rapport à la complicité entre nous et avec le public. Mais ça fait partie à ce principe d'impro pur. En fait, comme une espèce un moindre petit truc peut faire dériver tout le show, ben, ils vont se rendre compte et ça va être ça la preuve que c'est improvisé. On a un rapport quand même au méta, aux commentaires, au décrochage assez light. Je pense qu'on rechange un peu. Mais ouais, la phrase happy, healthy, sexy, elle nous parle, ouais. On a créé des concepts autour de ça. Mais je pense on veut l'incarner, ouais. C'est-à-dire que je vais bien, je suis content, je suis en bonne santé. Et nous, le rapport sexy, il y a pas trop être beau gosse, quoi. Mais il faut qu'à la fin du spectacle, les gens aient envie de boire des verres avec nous. Lorsque tu as présenté la compagnie des et du coup sur la création des spectacles, tu as dit au départ, on n'aime pas le match. Est-ce que tu connais Paris Impro? Ouais, je connais, ouais, c'est très bien. Oui, je suis membre de Paris Impro. Ils m'ont proposé de venir jouer dans la Coupe Paris Impro. C'est-à-dire, tu joues des... Je fais des matchs, ouais. Je fais des matchs, ouais, 3 fois par an, ouais. Et c'est très bien. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment, un questionnement, je me suis dit, c'est vrai que tout mon parcours, j'ai commencé par le match, j'ai fait 1 an, et puis après j'ai intégré la compagnie. Et c'est vrai que la compagnie, elle disait, bon, on veut proposer quelque chose de différent, et c'est vrai qu'entre nous, on disait, bon, le match, c'est un peu nul. Pourquoi je l'ai fait? Je l'ai fait par fierté, un peu par ego, parce que j'étais assez fier qu'on me propose ça, parce que c'est rempli d'improvisatrices et d'improvisateurs brillants. C'est une orga super, c'est une salle super. Et le deuxième point, quand même ancré réel, je me suis dit, j'ai un peu peur quand même, parce que Tim, est-ce que tu sais faire des scènes courtes maintenant? Est-ce que tu sais faire des scènes cadrées? Parce que j'appelle ça des scènes assez cadrées, il y a une catégorie, ça dure 3 minutes, il faut jouer avec l'autre. Est-ce que je suis capable de le faire? Et je me suis vraiment dit ça. Bah vas-y, fais-le. Et peut-être, je me trompe. J'ai un rapport au match où je me dis un peu, bon, je ne suis pas un gros aficionados de ce format, mais j'aurais tort de ne pas réessayer pour savoir. Donc voilà. Donc en fait, la Coupe Paris Impro, je m'engage sur ces 3-4 dates, donc j'ai pas le temps de... Il faudrait que j'en fasse plus pour pouvoir y arriver, quoi. Mais je pense qu'il y avait quand même ce rapport, c'est une courte. Mais il y a des choses, je trouve que c'est une coupe très bien organisée. Il y a un décorum de malade mental, c'est carré, c'est génial, quoi. Il y a un pool de gens super. L'avantage, c'est que les équipes changent et bougent. En fait, les gens en face, c'est autant des potes, quoi. C'est des gens avec qui j'ai envie de jouer aussi. C'est pas des inconnus, donc ça joue aussi. Donc ça, c'est super cool. Après, artistiquement, oui, c'est un fruit de réflexion et de questionnement sur la pratique. Donc il y a des gens que j'admire, je les trouve super forts. Il y a des choses que j'arrive pas à faire. Et il y a quand même encore des choses qui me titillent et qui me dérangent. Ouais. C'est quand même une logique de résultat, j'ai l'impression. Ok, donc ça nourrit ton ego, ce que tu as dit. Entre autres. De jouer avec tes pairs, etc. Quelle est la notoriété? Je suis fier, quoi. Je suis fier de m'en proposer. Ouais, c'est clair. Quelle est la notoriété de Timothée Ancio? Elle est à 8. Non, sans déconner, par rapport à quoi? La notoriété? Ta visibilité. Tu dis, je joue à Paris Impro avec des stars, avec des noms, etc. Et la question que je pose, c'est quelle est, in fine, la notoriété des improvisateurs dans le paysage du spectacle vivant? Est-ce que tu penses que parce qu'il y a Timothée Ancio qui joue ce soir à Paris Impro, il y a du public qui vient pour Timothée Ancio? Non, je crois pas trop. Je pense qu'il y a 5 à 7 personnes qui, comme toi, viennent voir et font « il a dit qu'il dit machin et il fait du match, j'ai bien envie de voir, tiens, je vais bien rigoler. » Je pense que c'est ça, essentiellement. Tout à l'heure, j'ai senti que tu avais une sensibilité business forte avec la nouvelle orientation de la compagnie DE, la professionnalisation, etc.
Les E participent depuis, enfin en tout cas chaque année, au festival des 72 heures de Paris. Yes. Est-ce que tu peux nous dire la contrepartie? La contrepartie? Pourquoi? Bah déjà, on peut faire des choses sans contrepartie. Ça, c'est possible. Donc on peut inviter les E à jouer gratuitement. Ouais, tu peux essayer, ouais. Et non, mais c'est peu probable qu'on y aille parce qu'on se dit que c'est quand même important d'être payé et que c'est notre métier. Mais c'est vrai, on joue au Festival d'Impro de Paris gratuitement. Si je raisonne en pur business, vraiment, et ce qui n'est pas mon axe d'attaque premier, c'est la meilleure action de com. J'ai 700 personnes qui vont venir me voir. Ces 700 personnes, peut-être, je l'estime, mais je peux me tromper, les 3/4 des gens sont venus voir Bio. C'est donc des ambassadeurs de ce spectacle. Aujourd'hui, si Bio fonctionne, c'est pas de fans ou des gens qui suivent, qui disent à des gens de venir. À chaque sortie de spectacle, on a un groupe de 5, il va y en avoir, ou de 7, il va y en avoir 6 qui c'est la première fois et un qui dit mais moi c'est la 6e fois que je viens. C'est donc ces gens-là. Ces gens-là, c'est entre guillemets à Paris la communauté. On vient, on va jouer un show, c'est un énorme coup de com. Et on l'a vu dès la première édition. La deuxième raison, c'est historique. On était là la première édition. À l'époque, je pense pas qu'on était encore des pros. Il y a un rapport à la loyauté, quoi. C'est cool, ils sont là, ils font ça, on est là depuis le début, ils nous reproposent. Bon, on y va, quoi. Il y a un rapport à notre communauté. En fait, c'est un endroit où on se met dans le risque. On présente pas Bio, on présentera pas Bio. On présente pas notre spectacle. Mais on peut se recréer en risque avec des gens qui sont à la fois des super soutiens parce qu'ils nous aiment bien, et à la fois hyper exigeants parce qu'il faut pas leur proposer un truc pourri. Parce qu'ils nous connaissent. Le dernier show qu'on a fait, on était comme ça juste avant. On n'avait jamais joué. C'était avec des lampes de poche, dans un truc post-apocalyptique. Vraiment, il y avait plein de faisceaux de possibles. Enfin, c'était vraiment possible que ça foire, quoi. Et je pense qu'on a eu plaisir à montrer, on prend un risque. C'est ce rapport à la communauté qu'on veut entretenir. Donc, on y retourne cette année. Sauf accident, il y a peu de raisons qu'on n'y aille pas, quoi. Et artistiquement, c'est cool, c'est des occasions de faire des créations devant un public à la fois qui nous soutient et à la fois exigeant. Et ça, c'est assez rare. Ça vous permet de tester de nouvelles créations artistiques? Ouais, Fiat Lux, le dernier qu'on a fait, on est clairement dans une logique où on se dit il faut qu'on trouve les moyens, mais là pas gratuitement, de le jouer, ouais. La compagnie d'improvisation, fait partie des compagnies référentes en France, probablement en Europe. Comment on fait pour rester numéro 1? On s'en fout. Je pense plus on est en train de regarder à côté de ce qui se passe, etc., plus ça va nous mettre notre cerveau dans un rapport qui crée pas la créativité ou ce qu'on est. C'est cool de recevoir des compliments, je pense qu'il faut les prendre, et avec plaisir, et après aussi s'en méfier. C'est le meilleur moyen de mettre des mauvais trucs dans notre cerveau. Le goût de la création, le goût du renouvellement. Et après, nous on l'a, comme on est payé, on peut prendre du temps là-dessus, un rapport à la professionnalisation. Ouais. Mais le premier point, je pense qu'il faut s'en foutre. Quelle est la position de Timothée Ancio sur l'accompagnement du développement de l'improvisation à Paris, en France, en dehors de la compagnie? Ma position par rapport à ça, c'est bien de le faire. Plus sérieusement, je crois que j'ai un rapport un peu égoïste. Je cherche à ce qui, moi, en tant que comédien, improvisateur ou metteur en scène, va m'exciter à faire, quoi. Et si ça peut inspirer des gens, trop bien. Mais il y a quand même des choses où je me dis, il faut que je profite de la chance que j'ai pour pouvoir aussi la donner, comme une sorte de retour normal, quoi. Donc, je pense, j'ai l'impression que ça s'est fait sur des logiques de création pas mal. Sur des logiques où on essaie d'être accessible aux gens aussi. Je pense que c'est un ADN commun de la troupe quand on vient nous demander des conseils, des sujets, des aides. On fait pas de rétention d'infos, on fait pas tout, on paye. Enfin, on est, je pense, globalement, on essaie d'être accessible à ça et d'aider les gens, quoi. Dans notre école, on cherche pas à ce que les gens restent. On cherche à les aider à ce qu'ils deviennent indépendants.
Et c'est en ce sens qu'on développe, quoi. On va développer des troupes, et c'est notre but, en fait, c'est de leur donner un matériel pour devenir des improvisateurs indépendants et tout-terrain. C'est d'ailleurs c'est ce qu'on dit, c'est notre but, créer des improvisateurs créatifs et tout-terrain, je crois. Qu'est-ce que tu penses de l'initiative d'avoir lancé une convention d'improvisation qui s'appelle Improsia par JB Chauvin et Papy? Bah, bravo les gars, c'est bien. Je suis pas allé, j'y suis pas allé, donc je sais pas trop ce qui s'y passe. Je trouve les rassemblements c'est toujours pratique. Je vois pas est-ce que c'est complètement indépendant ce truc-là? Ou est-ce que c'est une occasion de faire glisser une parole ou un message? Ça je sais pas. J'ai pas trop d'avis sur le sujet parce qu'on n'y est pas allé. Mais les gens avaient l'air contents. J'ai vu quelques lives. Donc il y avait quelqu'un, Thomas Debré, qui a donné des chiffres et tout, c'était assez intéressant. Ouais, je pense que dès qu'il y a des rassemblements, ça vaut le coup, quoi. Parlons de la mise en scène et la partie direction artistique. Ouais. Est-ce que tu peux nous partager le processus de création des E sur si demain il y a un nouveau spectacle, comment l'idée vient? Est-ce que vous mettez en labo pour bosser en résidence? Est-ce que vous faites appel à une aide extérieure? Est-ce que c'est poussé par votre producteur ou pas du tout? Et du coup, quelle est la patte des E dans la création? Ça a bougé. Il y a eu une époque où on faisait des créations collectives, puis à un moment on a un peu arrêté parce que c'est un processus captivant, beaucoup plus long. Ça génère du débat, quoi. Sur les dernières années, c'était plus ou quand ça concernait tout le monde, une personne qui chapeautait avec des zones de liberté, ou là avec les duos, deux personnes qui se retrouvent et qui le mettent en place. Redis-moi ta question. Là, c'était sur le mode. Donc c'est pas forcément. Il y a pas trop de. Moi, j'ai pas mal insufflé c'est bien que quelqu'un ait une idée, la gère. Même s'il y a des zones d'ouverture, mais en gros, voilà, ce spectacle, il se passe comme ça. Sur Fiat Lux, je suis arrivé en disant, bon voilà, on fait un test juste avec des lampes de poche, mais il me semble que ça peut être cool. On a fait le test, et après on a dit, bah oui, c'est ça. C'est un spectacle, ça va se passer tout dans le noir. Il va y avoir des personnes qui vont... on va tous avoir des lampes de poche et on éclairera la scène. Et ça se passera dans un monde post-apocalyptique. Globalement, c'est à peu près sûr que la forme, ça va être des scènes indépendantes dans le même monde. À partir de là, il y a encore plein de trucs à créer. Ça a été, après, les gens se sont emparés. Moi, c'est comme ça que j'adore. Il y a un cadre, il bouge pas, c'est post-apo, c'est avec des lampes de poche, donc il n'y a pas d'autre lumière. Et après, les gens se sont emparés, c'est-à-dire qu'il a fallu créer un vocable commun des exercices et des techniques. Jean-Marc a pris conscience mais en fait, on fait du cinéma. C'est-à-dire qu'on peut décider ce que la personne regarde. Il est réalisateur, donc il est venu nous donner énormément d'informations sur le vocable, et du coup, on a créé des exos, chant contre chant, comment ça marche. On a rajouté un exo qui s'appelle basiquement t'allumes, j'éteins. Si j'allume, bah t'éteins. On a travaillé ça. Et puis au fur et à mesure du travail, on a refixé différentes règles. Et puis après, les personnes ont dit, ah ben ça pourrait être cool, j'en sais rien, ce rapport-là à la musique, ce rapport-là au costume, si c'est post-apo, soyons crades. J'ai proposé en méthode de travail, on va tous lire un livre. Et puis derrière, les gens ont fait le travail tout seul, quoi. Marc, Nabla, Loïc, le travail de synthèse, quoi. On a tous lu, on a tous dit ce qu'on avait trouvé dedans. On s'est dégagé une fiche en disant, dans le post-apo, il y a, je sais plus, 5 thématiques récurrentes. Le rapport à l'animalité, le rapport au temps, le rapport à l'organisation, le rapport à l'espoir. Et ça s'est dégagé, et c'est devenu les guidelines, quoi. Tu veux faire du post-apo, ton rapport à l'espoir, ton rapport à l'animalité. Et en fait, après, on a une fiche, comme une fiche de spectacle, quoi. Je pense qu'un bon spectacle, ça doit pouvoir s'expliquer rapidement, en une phrase, quoi. Fiat Lux, c'est un spectacle où on est dans le noir et les joueurs font la lumière avec des lampes de poche dans un monde post-apocalyptique. Et après, il peut y avoir deux objectifs. Le but, c'est oser faire des scènes dark. Le deuxième but, c'est gérer la technique avec les lampes de poche. Et derrière, une suite de règles et de trucs. Si tu veux bien gérer avec les lampes de poche, il y a l'attitude technicien, comment pas être à vue, quand quelqu'un allume, t'éteins, c'est quoi la différence entre un effet classique et un effet spécifique, limite les effets spécifiques. Donc ça veut dire on n'est pas là à faire bouger, on reste sur un plan, d'autres règles. Si une lumière c'est un plan, rentre dedans complètement ou rentre pas. C'est bien de faire un plan d'écoute.
Donc on a tout d'un coup une liste de règles. À partir de ces règles, on fait des exos. Un exercice, ça s'appelle plan d'écoute. Dès que tu es en lumière, tu la fermes. On le fait, à force de le faire, bah, ça devient un réflexe et tu peux invoquer ce truc-là quand ça arrive sur scène. On m'allume, et tiens, si je la fermais, tout le monde comprend que c'est un plan d'écoute. Une personne parle dans le noir. C'est cool. À la fin, il le bute, on éteint la lumière, un cri, la lumière se rallume, il est mort. La scène est cool. Ça a été joué combien de fois? 2 fois 2 fois au Festival d'Impro de Paris et au Festival d'Impro de Toulouse, Impulsé. Et là, on le cherche, mais c'est pareil, en fait, c'est hyper compliqué de vendre ce spectacle. Enfin, c'est hyper compliqué de vendre un spectacle. Là, on est 5, il y a du matériel, il y a eu beaucoup de travail, on ne veut pas le brader. Comment on fait? On ne sait pas encore. Voilà. On se dit qu'il y a des sphères publiques à toucher. Mais là, c'est pareil, ça veut dire un investissement. En fait, là, il faut que ça parte d'un rêve. On rêverait d'intégrer le théâtre public dans le sens avoir plus d'argent, plus de moyens et plus de temps de réflexion. C'est-à-dire, si ça c'est un rêve, eh ben on y va. Dans ce cas-là, on va payer quelqu'un qui va nous trouver des subventions. On va chercher quelqu'un, on va d'abord chercher cette personne, puis après le payer, et donc il me dit, bah, il faut que l'année prochaine on ait 5 000 balles à lui offrir, ou 10 000, je ne sais même pas combien ça coûte. Ce serait ça la technique. Et on a un produit, le produit il est bien, Fiat Lux c'est bien, on aurait un autre spectacle, on a déjà les dossiers, le mec nous aide à faire les dossiers, il crée les éléments de langage pour les vendre aux conseils municipaux, je ne sais pas à qui ça se passe, pour toucher la subvention, et dire maintenant on a 15 000 balles, ou on a un théâtre qui nous programme, pour continuer le travail de résidence, ou tout simplement être présenté, quoi. Mais j'y connais rien là-dedans, et j'y suis pas, et c'est l'autre gros travail de la compagnie qui a été fait et qui doit continuer à être fait, c'est il faut qu'on focus sur notre travail à nous, on est des comédiens, artistes, donc limiter au maximum les tâches de gestion, parce que ça vous bouffe. Moi aujourd'hui je suis directeur artistique, je pense que 80% de mon travail c'est de l'organisation artistique, c'est plus de la direction artistique. Je fais des plannings, quoi. Quand tu parlais de la création d'un spectacle au sein de la troupe de la compagnie d'improvisation est-ce qu'il y a d'autres résidences, occasions, événements qui vous permettent de créer des spectacles en co-création avec d'autres compagnies, et je pense au festival ICE? Alors, il y en a un, il y a aussi un partenariat qu'on a, on pourrait presque appeler de partenariat avec l'Improvidence, parce qu'ils nous offrent une salle et on peut y jouer. C'est le cas avec les duos, quoi. C'est-à-dire qu'on a 3-4 dates qui se font à Paris, et la possibilité que ça passe à 6-8 dates ou 10 dates, donc du coup, il commence déjà à avoir une deuxième vie, quoi. Et le ICE, c'est un festival de création. C'est un des festivals qui, pour moi, a une identité l'une des plus fortes, quoi, parce que c'est hyper clair. On veut rassembler des gens qui se rencontrent, qui se connaissent, et ensemble, ils vont produire un truc. Moi, j'ai eu la chance de faire 2 éditions, c'était super. Il y a une logique de création hyper pratique et hyper bonne. On va partir du principe que c'est la contrainte qui facilite la création. Donc, on a 3 contraintes, on choisit lesquelles on veut. Est-ce que c'est la thématique? Est-ce que c'est une catégorie? On prend ce qu'on a. On a une rencontre avec les gens. C'est-à-dire qu'on a 2 jours et demi pour travailler un show, un truc comme ça. Parce que sinon, dans un festival, tu viens jouer ton truc. Tu viens jouer ton truc, et en gros, le dernier show, c'est un show fun, tous ensemble, quoi, qui a été décidé 1 heure avant, ou alors une personne a déjà fait ça dans un autre festival et nous explique 3 trucs. Mais si tu m'expliques 3 trucs avant un show, on se garantit pas les possibilités que ça soit un truc bien. Ça marche parce qu'on est des bons improvisateurs ou parce que tu vas avoir un pool et tout d'un coup, comme un coup de chance, quoi. Mais en vrai, je pense que peut-être, moi j'ai l'impression dans ce que j'ai fait, bah ouais, une fois il y a eu un coup de chance, bam, ça marchait trop bien. Et quelquefois, bah non, ça marche pas bien. Mais c'est normal, on n'a pas eu le temps de répéter, on n'a pas eu le temps d'échanger, de partager sur le sujet, quoi. Donc, les festivals, quelquefois, c'est souvent cool, mais en gros, tu viens, tu joues ton show. Et du coup, on a aussi en tant qu'acteur un comportement un peu de consommateur. Bah moi, je viens, je joue mon show, je me casse. En fait, l'idée d'un festival, ce serait de pouvoir rester 3 jours et de regarder ce qui s'y passe, quoi. Et puis l'autre problème, c'est aussi la finance. Si c'est notre métier, bah ouais, tu pars 2 jours, il y a un coût d'opportunité, c'est du travail que je fais pas ailleurs. Et puis un autre rapport, c'est est-ce que je suis payé en tant que comédien ou est-ce que je suis payé en tant que prof? Moi, aujourd'hui, et je tire ça d'une conversation que j'avais eue avec Loïc et Mathieu Loss, je serais presque prêt à faire l'inverse. C'est à dire, mon atelier d'impro, il coûte 100 balles. Mais le show, ça coûte 600, ou 300, ou 400. En fait, c'est la même chose. Je donne un stage et je fais un spectacle. Mais je crois que je préférais être validé en tant que comédien en disant, le spectacle, tu me payes 300 €. Par contre, les 3 heures d'initiation à l'impro que je fais, je le fais quasi gratuitement dans un but de développement de la discipline, ou même devant des aguerris de cette technique que je connais. Je viens transmettre cette technique. Donne-moi 100 balles pour les 3 heures. Par contre, pour le spectacle, moi, en tant que comédien,
bams. Et ben je préférais, parce que quelquefois, c'est un peu chiant et on ne sait pas comment désamorcer cette pratique de viens, on n'a pas d'argent, ce que je comprends, mais on pourra organiser un stage. En tout cas, tu as répondu à ma question, combien vaut les E? 300 €. Non. Non, c'était à titre d'exemple. J'ai dit, définis-moi la valeur travail et définis-moi la valeur financière. C'est, est-ce que je suis censé dire, ce spectacle vaut un prix et quoi qu'il arrive, tout le monde le paye de cette manière-là? Ou est-ce que je suis en train de me dire, c'est un produit, il aura un prix évolutif en fonction de qui je m'adapte? Parce que si je travaille pour le CCFD, je peux dire j'ai un volet social et en fait, il va juste coûter 100 € parce que c'est une organisation à but non lucratif qui a un impact social. Si je travaille avec une petite troupe qui n'a pas d'argent mais qui essaie de développer l'improvisation dans un monde où c'est un désert d'impro, peut-être j'ai un but. Si je travaille pour une entreprise qui est membre du CAC 40 et qui a une politique et un budget com, pour ça, Et donc c'est hyper compliqué, on réfléchit là-dessus, c'est hyper dur. Et le vrai prix, de toute manière, il est trop. Donc si j'adopte le vrai prix, je joue plus. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai pas la réponse. Hein. Hyper dur. Nous, on essaye déjà d'unifier, mais on valide l'idée. Si on travaille pour une boîte, elle a un budget pour, ça sera pas le même prix que si c'est une petite asso dans le Luberon, quoi. Ou si c'est un festival, ou alors est-ce que c'est des amis? Moi, je travaille avec l'Improvidence, on leur fait un prix d'amis parce que c'est des amis. On parlait de la logique, on était dans la mise en scène, dans la direction artistique. Et donc, du coup, des festivals, j'ai oublié ma question en fait. Oui, quelle est l'application des comédiens dans la compagnie d'improvisation un peu? C'est-à-dire un engagement, quand vous créez un spectacle, quand vous jouez, etc. Est-ce que tu peux nous dire à peu près quelle est la quantité de travail? Est-ce que vous répétez tous les soirs ensemble, une fois par semaine, un mois ensemble? Je crois qu'il y a un truc dans la troupe, on tente des choses. Donc il n'y a pas d'élément fixe. Je dirais deux choses importantes. Je fais ça. La première, c'est quand on recrute quelqu'un, c'est pour du moyen long terme. Donc les recrutements, ils sont lents, ils sont longs, ils prennent du temps, mais parce que ça ne nous intéresse pas d'avoir quelqu'un pour 6 mois et on veut a priori l'éviter au maximum. Donc l'avant-dernier recrutement, c'était Marc et Jean-Marc. Ça fait 3-4 ans depuis 2015-2016 qu'ils sont là. Et on s'était dit ça. Bon, si t'es là pour un an, c'est pas l'intérêt. Là, le dernier recrutement qu'on a fait, c'était Odile et Hélène, dans un cadre encore particulier. Mais on mise, en tout cas, on ne sait pas ce qui va arriver, mais on mise dans une logique long terme. Et d'ailleurs, on y arrive plutôt bien. Pourquoi c'était un cadre particulier? Parce qu'elles sont pas à Paris. Elles vivent pas à Paris. C'est pas parce que ce sont des femmes? Non, c'est parce qu'elles sont lausannoises et lyonnaises. Du coup, c'est un cadre particulier parce qu'elles ne peuvent pas répéter comme nous ou jouer comme nous. L'an dernier, là, ça a beaucoup bougé parce qu'on a eu des événements, des choses comme ça. Mais en gros, on jouait 4 soirs par semaine. Donc le deal, c'était, t'es un employé du spectacle bio. Tu n'as pas besoin de t'emmerder avec la com, le juridique, le machin. Il y a une espèce de triumvirate composé de Loïc Nabla et moi qui organisons l'assaut. Tu n'as pas à le faire. Toi, tu t'engages à être présent au spectacle, présent au répète, et les décisions artistiques qui sont fortes sont décidées de manière commune. En gros, ça représente est-ce qu'on veut aller à Avignon, qui on a envie comme guest, comment on organise nos répètes, les points artistiques du spectacle, quoi. Est-ce qu'on a envie de faire un autre show ensemble? Ça, c'est décidé de manière plus ou moins collégiale, même collégiale. Et le deal, il est sur, pour les Parisiens, est-ce que tu es prêt à t'engager à faire 60 dates sur la saison? En fait, de fait, si je te dis ça, en gros, est-ce que tu es prêt à dire que bio, la compagnie c'est une priorité 1 ou 2 dans ton parcours professionnel, quoi? Parce que faire 50 ou 60 dates, oui, c'est jouer 2 à 3 fois par semaine. Donc, c'est ce qu'on fait. Si quelqu'un me posait énormément d'indisponibilité, moi je m'occupe des plannings, s'il venait me mettre énormément d'indisponibilité, et qui faisait que 40 shows, à la fin de la saison, je disais, tu vois, je t'ai mis que 40 fois parce que tu me mets beaucoup d'indisponibilité. Ah, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Ou alors on change notre règle, ou alors tu peux prendre plus de temps. Comment ça se passe? Et là où c'est particulier, du coup, avec Odile et Hélène, c'est que c'est pas le même ratio. Je leur demande pas de venir 50 dates, c'est pas possible. Du coup, on est plus sur 20 dates. Voilà. Mais ça a été dealé un peu comme ça, elles le savent. Bon, si tu veux pas t'engager sur 20 dates et que tu peux en faire que 8, le recrutement va avoir beaucoup moins de sens. Et c'est quand même particulier parce qu'il y a deux niveaux, quoi. Quelqu'un qui fait 50 fois le show, quelqu'un qui fait 20 fois le show, c'est pas le même. Et après, l'orga des répètes, on essaie d'être coulant, de contente. À une époque, on en faisait pas beaucoup, mais sur beaucoup de jours. On va faire 3 jours ensemble. On essayait de faire en sorte que tout le monde soit là. Là, cette saison, on a dit, on va se faire former pendant 1 semaine. Timor, encore. Donc tout le monde est venu sur un stage de 30 heures.
Et maintenant, on a un fonctionnement de le training du mercredi. Tous les mercredis matins, il y a un training. Tu peux pas y aller, c'est pas grave. On continue quand même le training. Et c'est comme ça que ça se passe. Et ça, c'est super. C'est d'autres personnes de la compagnie qui sont emparées de ce projet parce qu'ils avaient envie de jouer, quoi. Mais ouais. Je pense que c'est important de définir une règle, et c'est ce qu'il y a de plus galère. Et c'est sûr, nous, on l'a vu, les moments où on répète pas, ça va mal après. Un moment ou un autre. Ça va mal où artistiquement, ça va mal où dans les rapports entre nous. Parce que c'est quand même les endroits où tu peux discuter et faire des trucs. Après un spectacle, enfin pour nous, moi je pense qu'il faut pas débriefer à chaud, quoi. Enfin surtout quand tu joues beaucoup, parce que sinon tu tapes énormément de débriefs. Tu peux pas faire une session, 20 minutes de débrief du spectacle, on le joue 4 soirs par semaine. Sortir du spectacle et dire ouais j'ai pas aimé quand t'as fait ci ou ça, je trouve ça dur et violent. Moi je me dis il faut après le spectacle focus sur un débrief positif. Si tu fais des répètes, après tu peux commencer à parler. Et c'est hyper important, je dirais sur la notion de débrief, hein, c'est hyper important, je pense, quand tu joues beaucoup. Bah, un, c'est hyper important quand t'es pro de jouer beaucoup. Et deux, si tu joues beaucoup, c'est important de faire des débriefs empiriques. C'est le fruit de l'expérience. C'est que je peux te citer 3 exemples de 3 shows différents. Parce que sinon, t'es sur le point de l'affect, tu fais ouais, mais c'est vrai que t'es beaucoup des personnages en énergie et du coup, c'est difficile de jouer avec toi parce que t'écoutes peu. Si c'est juste un putain de sentiment que t'as eu au dernier spectacle, même s'il est légitime, bah, c'est chiant parce qu'on ne peut pas dresser une règle sur un fait unique. L'avantage de jouer beaucoup, c'est de trouver des faits empiriques. Et là, ça devient compliqué, parce que ça veut dire qu'il faut que tu te questionnes sur ton rapport à l'autre et te dire est-ce que je l'ai vu faire plusieurs fois ça? Et la personne va beaucoup mieux le prendre, dire en fait j'ai remarqué. Beaucoup plus dur, beaucoup plus dur. Tu vas parler tout à l'heure. Je parlais vite là, hein? Ça va, c'est clair? C'est très clair. Tout à l'heure, tu as parlé du Festival d'Avignon que vous avez fait en 2018. Ouais. Quel est votre retour d'expérience? Quand on fait un festival comme celui d'Avignon, il faut avoir un objectif clair. C'était notre point raté, je pense. C'est-à-dire qu'on voulait vivre une aventure humaine. Genre, on est dans le même appart, en l'occurrence, c'était une maison. On va passer 3 semaines ensemble. Voilà, une aventure humaine, quoi. Ah bah tiens, on a des décors, ça va être le labo des décors. On va pouvoir utiliser et travailler ça. Ah bah, c'est vraiment une occasion de professionnaliser encore plus le spectacle ou de vendre des dates de tournée. Donc on va aller chercher les pros. Hey, il faut vraiment que la salle soit remplie. 4 objectifs. Du coup, on les fait tous un peu. Du coup, bah, on les atteint. On en atteint aucun, quoi. Si on s'était dit, on vient pour l'aventure humaine, en fait, on veut être ensemble et jouer le soir. On prend une salle de 30 places ou de 40 places. On met pas nos décors. Le show, il roule. On n'a pas besoin de le travailler parce qu'il est déjà en place. On a 30, c'est tout en complet. On n'a même pas besoin de tracter. On veut que ça fasse. On veut choper des pros, quoi. Et ben il nous faut engager quelqu'un qui s'occupe de la relation pro. Bon, on en avait un, mais l'engager et le maximiser là-dessus, quoi. Pareil, on n'a pas besoin d'une très grande salle. En fait, lui, le pro, il a besoin de venir dans une salle, de voir que c'est complet. On veut faire un labo. Bon bah go, mais dans ce cas-là, on répète tous les jours. On fait 2 heures de répète parce qu'on veut travailler avec les décors, ou on veut faire le V2 de bio, bah on joue, on répète, on voit les changements, on joue, on voit les répètes et on part en logique de travail. Pareil, plutôt prendre une petite salle, on n'a pas besoin de tracter, quoi. On veut que ça soit un carton. On est armé, on a engagé 10 gens pour tracter avec nous, on a 3 scénarios de communication différents, nous on fait 3 ans de tractage. L'aventure humaine, rien à foutre, on a fait un planning et on fait ces 22h, 23h, c'est toi qui t'y colles. Parce que le but c'est de remplir la salle, quoi, et de gagner de l'argent. Bon bah c'est ça. Ça dépend de l'objectif. Je pense que c'est vraiment ce qu'on a appris. Il y a des compagnies qui vont jouer des spectacles d'impro à Avignon cette année. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Clarifiez votre objectif. Est-ce que vous êtes là pour vivre une expérience, du fun, du labo, choper des pros? Et 3 objectifs, c'est pas avoir un objectif, c'est en avoir trop. Et c'est pareil pour la création d'un spectacle. Si votre spectacle a 4 objectifs, il marchera pas. Tu peux pas dire c'est un spectacle qui travaille sur les personnages, sur la temporalité, sur le roman noir, le film noir, et sur une interaction forte avec le public. Tu vas faire un peu de tout. Il y a un mot que tu utilises souvent, c'est la valeur travail. C'est important. On a plutôt l'image d'avoir des improvisateurs qui, une fois qu'ils ont atteint un certain niveau, j'ai plus besoin de travailler parce que je maîtrise mon art. Non, tu maîtrises pas ton art, c'est faux. Moi, je crois que j'ai même plus de respect envers quelqu'un. Parce que je pense que j'ai énormément de respect avec les gens qui travaillent régulièrement. Tous les jours, remettez votre cœur à l'ouvrage, là. C'est pratique. Les génies, c'est sexy, mais les génies, ils finissent mal, ils sont tristes. Mais c'est sexy, mais voilà.
Ils finissent mal, ils sont tristes et ils sont instables. Donc un jour ils sont bons, un jour ils sont pas bons. Sauf qu'un jour ils sont extrêmement bons et un jour extrêmement mauvais. Ceux qui travaillent, à un moment ils arrivent à la stabilité et mettent toujours son cœur à l'ouvrage parce que tu évolues, tu bouges. Et en fait, la personne qui, je pense, se dit bah, c'est bon, je maîtrise, en fait, tu maîtrises une technique. Oui, tu peux maîtriser les transitions, si tu fais les transitions, c'est cool. Mais déjà, est-ce que tu maîtrises toutes les techniques? Et t'en as tellement. Et après, le cœur, bah, c'est pas la technique. Le cœur, c'est ton rapport à ta spontanéité, ton rapport à l'imprévu, ton rapport à être chahuté. Et ça, il change, il bouge, et il faut le retravailler en permanence. Pourtant, j'ai un côté feignant, j'adore glander, quoi. Mais je pense que ouais, faut travailler. C'est cool. Ouais. Et il faut se prémunir des personnes qui. Le côté fun de. Ouais, il y avait des t-shirts comme ça. Repetition is for coward. Coward, enfin pour les blaireaux, quoi, ou je sais pas trop. Et c'est cool, je suis d'accord, j'aimerais bien le porter parce que c'est fun et c'est rigolo et tout. T-shirt de la SDI, du festival de Nancy. Ouais, bah mais je suis d'accord, c'est rigolo, c'est en lien avec l'impro et tout. Mais en vrai, non. Les répétitions, c'est pour les bons. Plus tu répètes, c'est pas possible. Tu peux pas répéter et pas progresser. Après, il y en a qui ont besoin de 2 heures et ils progressent. Mais quelqu'un qui, en 2 heures, progresse super vite, imagine ce qu'il fait en 35, imagine ce qu'il fait en 300. Puis c'est un art où, en fait, même si l'idée, c'est qu'on va choper les techniques et on les a tellement bien incrustées qu'au besoin, pendant le show, on peut les convoquer. On n'a pas besoin d'y penser. Donc, ça en suppose énormément, quoi. L'improvisation est une discipline, est une sous-discipline du théâtre. C'est une question? C'est une phrase. Sous, c'est un peu moche, quoi. C'est comme sous-développé, c'est un peu moche. Comment? Ce serait quoi quand on une... discute avec les pros qui connaissent pas, qui nous demandent oui, mais par rapport au théâtre, l'impro, c'est quoi? C'est juste qu'il n'y a pas de texte. C'est spontané. Déjà, une digression comme ça, nous, on a des classes de comédiens. Et je pense qu'il y a joué, c'est justement pour ceux qui ont un parcours de théâtreux ou quand je vois des gens qui sont lancés, qui travaillent en tant que comédiens, quoi, en général, quand ils viennent nous voir, franchement, dans 80% des cas, tu vois des yeux brillants et des mecs qui fait « mais ça a l'air trop bien. On a l'impression que vous vous éclatez. Et en plus, ça marche. » Il y a un petit sentiment comme ça de, pas de jalousie, mais un poil ou d'envie, parce qu'ils se disent, mais moi, dans ma pratique, on se prend tellement la tête, alors que vous avez réglé des problèmes où on se questionne pendant des années, avec ce truc, putain, mais en fait, c'est ça, on a oublié le cœur, c'est la joie sur une scène, quoi. C'est donc une discipline plutôt égoïste. Non, c'est une discipline joyeuse. Égoïste et joyeuse. Pourquoi égoïste? Mais il y a aussi la problématique de pourquoi est-ce que les spectacles d'impro sont pas davantage présents dans les théâtres. Attends, je reviens sur égoïste et machin. Comment je peux donner du plaisir au public si j'en prends pas moi-même? J'y crois pas, le mec qui se fouette et tout le monde qui dit je prends pas de plaisir, mais lui il va en prendre. Moi. Non. Après, ça veut pas dire que tu es obligé de jouer des personnages qui font hey! Tu peux jouer des méchants, des cruels, faire des scènes de tension, mais tu sens quand même le grand plaisir du comédien sur scène, quoi. Redis, c'est quoi la... Et la conséquence de ça, c'est une découverte pour les comédiens qui découvrent l'impro, qui disent « Waouh, génial, je m'éclate ». Ça, c'est sur le filtre et sur le prisme de lecture d'un comédien, sur le prisme de lecture d'un programmateur et des pros. Pourquoi on n'a pas davantage, pourquoi c'est pas davantage accessible? Pourquoi c'est pas aussi facile de programmer de l'impro qu'une pièce de théâtre écrite? Parce que qu'est-ce qui me dit que demain c'est la même chose? Je suis un programmateur, je vois un spectacle, c'est trop bien, c'était improvisé. Mais j'ai quand même en tête Attends, peut-être ça rate. Là, ce que j'ai aimé, c'est que c'était sur le fil. Qu'est-ce qui me garantit que demain ça marche pas? Moi, j'ai un budget de 10 000 €. Ça va coûter 3, 4 ou 5 000 balles. Je prends ça ou je prends un Fedo? Prends un Fedo, hein. Parce que si jamais tu peux programmer 2 spectacles et qu'il y en a un qui est raté... Quels sont les critères de sélection d'un programmateur sur les spectacles d'impro? Aucune idée, je suis pas programmateur. Mais je me dis que s'il a un budget serré et qu'il a un public, est-ce que le but d'un programmateur, c'est d'être audacieux? Peut-être pas, hein. Peut-être le but d'un programmateur, c'est
C'est de bien dépenser son budget, de faire venir tel truc, de coller à sa cible. Si sa ville, c'est des soixantenaires, il se dit, bon, l'impro, j'ai l'impression que c'est plus jeune que de 60 ans. Si le but, c'est d'avoir des sujets d'insertion sociale pour dire qu'il faudrait que tout le monde se tienne la main, peut-être qu'il va trouver un spectacle où tout le monde se tient la main et que dans le spectacle d'impro, on ne dirige pas notre contenu, quoi. Tu parlais de la prise de risque qui fait qu'un programmateur peut avoir peur en disant, c'était waouh ce spectacle, mais peut-être que demain, c'est évident. Moins bien. Évident, il n'y a pas de mesure stabilité, il n'y a pas de tampon, quoi. Nous, on y travaille souvent en disant, mais c'est vrai. Hein. J'aimerais qu'on parle de ça. Mais, cette notion de stabilité d'un spectacle d'impro. Tu peux l'avoir, mais ça fait partie d'un paradoxe. En fait, c'est de l'impro, même nous, on joue. On essaie de rendre notre compagnie, avec Bio, on dit il faut que ça soit stable, quoi. C'est la logique pro qui veut ça, et nous aussi on le souhaite, quoi. Mais une fois sur 20, il y a un spectacle qui n'est pas bien. Et tout le monde se rend compte, ça arrive. Et de 3 fois sur 20, il y a des spectacles qui touchent la grâce. Et après, il y en a 15, 16, 17, j'invente un peu les chiffres. Et l'idée, c'est de dire, il faut minimiser ce spectacle foireux où on est tous d'accord qu'il a été raté, il faut le réduire. Qu'est-ce qui le fait? C'est le travail. C'est le travail et la dynamique de groupe. Dynamique de groupe, on n'a pas parlé de la dynamique de groupe, mais la dynamique de groupe, c'est hyper important. Et ça, c'est une logique de travail. Et après, c'est comment on arrive à avoir, peut-être être conceptuel, mais comment on arrive à vaincre les paradoxes. C'est-à-dire qu'un bon spectacle d'impro, il se doit à la fois d'être efficace et créatif. C'est pas des mots qui vont ensemble. Et on se doit d'être ouvert et exigeant. C'est pas des mots qui vont ensemble. Mais oui, si tu veux qu'un programmateur te prenne, il y a une logique d'efficacité qui est importante. Mais oui, il y a une logique de créativité. La logique de créativité, c'est on tente un truc qu'on n'a jamais fait. Donc potentiellement, une chance sur 2 que ça plante. Ton ratio, il est peut-être à 50%, quoi. Mais quand ça marche, c'est trop bien. Et la logique d'efficacité, c'est oui, on est dans une espèce de logique, mais on sait que ça marche. Efficace. Nous, je crois, on dit il faut réussir à vaincre ce paradoxe, il faut réussir à être efficace et créatif. Je ne sais pas si on y arrive, mais c'est un but. C'est comme la logique, il faut qu'on soit ouvert et exigeant. Plus tu es ouvert à tout, moins tu mets de règles. Plus tu es exigeant, plus tu refermes. Donc, mais on a besoin des deux. Ça se voit très facilement avec la politique de guest, quoi. L'exemple concret, c'est tu vois une troupe, elle invite tout le temps des gens. À Austin, il y avait une troupe qui s'appelait la troupe à papa, je crois, Dad's Group. Tout le monde pouvait venir y aller et jouer, quoi. Mais tu sens que comment tu veux qu'ils soient exigeants sur le fil du spectacle? Tout le monde peut venir. Et d'ailleurs, c'était sympa, quoi. Tu sentais, les gens disaient, ouais, je vais jouer avec Dads, il y a toujours une bonne ambiance, c'est normal. L'exigence, elle est faible, donc il y a toujours une bonne ambiance, quoi. Des troupes méga exigeantes disant, mais nous, on prend pas ça, on prend pas ça, on prend pas ça. Oui, il y a un ADN, il y a un truc fort. Après, est-ce qu'ils s'ouvrent à d'autres disciplines, d'autres machins, d'autres trucs, d'autres gens? Plus difficilement. Donc, au bout de 3 ans, à force d'être en basse clos, ils vont faire la même chose et ça va devenir de moins en moins bien. Je crois au paradoxe qu'on peut vaincre à partir du moment où on en est conscient. Est-ce qu'on peut aborder le sujet de la dynamique de groupe, de la gestion de groupe d'un DA, justement? Oui, on peut. Abordons-la. Moi, je crois que c'est ce qui est le plus important, c'est la dynamique. C'est hyper dur. Et quand il y a à la fois la logique... En fait, quand tu pars sur une saison, tu sens, il y a des espèces de signaux qui te disent « Ok, là, il y a une dynamique qui est bonne. » De spectacle, de jeu, de bonne ambiance, de bonne entente. Et en fait, tes projets, ils doivent se faire en fonction de cette dynamique. C'est-à-dire, là, j'ai un projet qui potentiellement peut être fédérateur. Quand nous, là, on a fait cette année une semaine de résidence de 30 heures tous ensemble, avant, je le savais, je dis ça, c'est bien de l'avoir parce que c'est un moment où ça va être fédérateur. On le vit juste après, je le sens, les spectacles s'en retrouvent bonifiés, quoi. On sait que si tu fais un moment avec 0 répétition, oui, potentiellement ta dynamique est dangereuse parce que les gens ont besoin de se voir. C'est hyper dur d'être le garant de ça, mais c'est hyper important. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que, je dis pas que je le fais et que j'y arrive, hein. Mais si tu vois qu'il y a une tension entre 2 personnes, il faut que tu puisses se crever l'abcès, quoi. Et après, il faut que tu arrives à avoir le bon... vraiment, je dis pas que j'y arrive, hein, mais c'est de dire, ok, je vois qu'ils peuvent régler ça entre eux sans que j'intervienne, ou je vois qu'il faut que j'intervienne. En vrai, je l'ai très peu fait. Mais je pense qu'il y a une maturité dans notre troupe où je sais que les gens l'ont fait même sans moi. Mais ça, c'est hyper important, ouais. Et quelquefois, des gens où ça s'est pas fait, et on a vu que des relations pouvaient être plus facilement polluées, c'est clair.
Mais sinon, les projets sont des outils de dynamique hyper cool. Quand on va au Festival d'Impro de Paris, c'est pour ça qu'on le fait aussi, on sait qu'il y a une dynamique de projet. Il y a un spectacle, il est neuf, c'est la première fois qu'on le fait. C'est des occasions de souder, quoi. Et quelquefois, ça vaut le coup de mettre en parenthèse des choses. C'est-à-dire, nous, on a une valeur constituante dans notre compagnie, c'est l'artistique doit primer sur les choix face au commercial. Et putain, régulièrement, je me dis, mais attends, on n'oublie pas ça parce que quelquefois on le fait. Ça veut dire que notre producteur, s'il vient nous voir en disant, il y a un journaliste qui vient nous voir, il faut que tu mettes cette distrib, on devrait légitimement avoir le droit de faire non. Et ne vient plus jamais me reposer cette question. C'est nous qui décidons, l'artistique prime, moi c'est moi qui gère l'artistique, c'est pas toi, donc la distrib, t'y touches pas et t'y toucheras jamais. Parce que c'est important, quoi. C'est hyper important de pouvoir avoir, de dire ce spectacle il est bien mais il coûte 500 balles, bon c'est un peu plus cher que ce spectacle qui coûte 0. C'est quoi le mieux? C'est celui-là, il coûte 500 balles. Go, on y va. Faut qu'on trouve un moyen d'avoir 500 balles. C'est plus intéressant de se dire ça que de se bloquer. Alors, évidemment il y a une limite, parce que je vais pas faire des spectacles avec des feux d'artifice ou des machins, mais c'est quand même important de se garder ça en tête dans la liste des choix. L'artistique prime sur le commercial, le marketing, la com, la gestion, le machin. Pourquoi on a pris Odile et Hélène, alors que franchement, financièrement, c'est une idée à la con. Tu payes des billets de train. Tu as le payer, tu payes les billets de train. Mais on s'est dit qu'artistiquement, c'était une super truc. On était tous d'accord. Il y avait une validation globale sur ces deux personnes. Bah go, on y va. Financièrement, c'est une idée à la con. Je veux dire. Il n'y avait pas d'improvisatrice disponible à Paris? Si, il y en avait, mais il y avait celle-là. Tout le monde était d'accord. C'était une évidence. C'était une manière de faciliter le recrutement. Il y avait une évidence. Nous, quand on choisit notre recrutement, le point 1, on en a reparlé, parce qu'on se questionne sur le sujet, le point 1, là, il est sur l'humain. Il n'est pas sur les qualités artistiques. Qu'est-ce qu'on a mis comme critère? Je crois qu'il y avait le mot simplicité. Il faut que ça soit simple d'échanger, d'être ensemble et de travailler ensemble. Ce rapport-là est venu. Puis après, il y avait juste l'idée qu'on s'entend bien. Mais en vrai, quand tu fais un show, si je vais jouer à Toulouse ou n'importe où, je fais 1h30 de spectacle. Mais je vais passer peut-être 18 heures avec cette personne. Donc si c'est chiant, c'est l'horreur en fait. Il y a d'autres critères. Il y a quand même une exigence artistique qui existe. Si la marque E était une marque de voiture, ce serait laquelle? L'idée, ce serait d'atteindre la Rolls-Royce. Pourquoi? Parce que c'est cool une Rolls-Royce. C'est à la fois beau, il y a un côté stylé, c'est rare. Ça a une renommée assez cool. Ouais, je pense esthétique et rareté, quoi. Je sais pas, j'ai l'impression que dans le panier, c'est haut, quoi. Je pense que c'est un but à atteindre, ouais. Est-ce qu'on a une Rolls-Royce? Mais je pense que c'est cool d'avoir de l'ambition. Il y a une espèce de rapport un peu compliqué avec ça, parce que c'est un paradoxe comment on arrive à être à la fois humble et ambitieux. Mais je pense qu'on peut faire les deux en même temps. Mais c'est hyper important d'être ambitieux. En gros, être ambitieux, ça veut dire, est-ce qu'on a un rêve? Oui, est-ce qu'on va essayer de se donner les moyens de l'atteindre? Si demain, on se dit, ce serait de jouer devant une salle de 500 places tous les soirs, et que l'argent soit jamais un problème de notre métier, bah ouais, grave. Être suffisamment connu pour dire on arrête de jouer, on part en résidence pendant 3 mois, on est payé, et après on vient voir les gens, on dit on est les E, on a un nouveau spectacle. Qui a envie? Et qu'il y ait 4 théâtres qui viennent nous voir, 4 attachés de presse qui viennent nous voir, et 2 producteurs qui viennent nous voir. C'est ça le kiff. Comme ça, moi, je ne me concentre que sur créer et faire mon métier, quoi. Bah, voilà. Je pense que c'est la liberté, quoi. Quel est le point de vue des E sur des compagnies qui affichent des points de vue artistiques assez tranchés ou assez avant-gardistes et je pense bien sûr à La Morsure, je pense aussi à Hervé Charton qui est très philosophe dans son approche très visionnaire, ou je pense également au Wise, ce nouveau type de festival où c'est un rassemblement d'improvisateurs qui favorise la rencontre entre les pros, les amateurs. C'est quoi la question? C'est
Comment vous êtes connecté? Comment est-ce que ça vous inspire, oui ou non, toutes ces initiatives d'autres compagnies qui ont des points de vue artistiques très tranchés? Moi, je ne sais pas si c'est le nom de ma compagnie, mais pour en discuter un peu, je pense que c'est... Ouais, je veux dire, c'est bien. Oui, c'est super bien d'avoir un avis tranché sur une chose. Parce qu'en fait, être d'accord avec tout, c'est comme être d'accord avec rien. Donc bon. Je pense que nous, c'est un travail qu'on devrait faire, être quelquefois peut-être un peu plus tranché. À une époque, il y a longtemps, justement, on était tranché un peu contre le match. Je pense que ça a joué, il y avait Yann Parizeau au sein de l'équipe, qui est clairement très affiché et qui même a des points de vue très tranchés, très extrêmes sur l'impro. Et nous, on était un peu de l'eau dans le vin. Aujourd'hui, je pense qu'on a des avis assez clairs sur des choses, mais on est quand même globalement, artistiquement, dans une logique de consensus. Est-ce qu'on fait de l'art? Est-ce qu'on fait un divertissement? Je pense que si je pose la question au sein de la compagnie, on pense un peu les deux en même temps, quoi. Et donc c'est super cool. Je crois encore, je vais redire la notion de paradoxe, c'est hyper cool d'avoir un avis tranché et de rester ouvert. Je crois la radicalité, dès l'instant où quelqu'un vient se positionner en gourou en disant ça c'est ma vérité, bref, de toutes les manières il s'enterre. Il creuse la tombe parce qu'à un moment il va se retrouver en contradiction avec sa vérité et là plus tu le croyais avec force et conviction, plus tu vas te prendre une claque dans la gueule, quoi. Si tu dis ça ne peut être que ça, tant que tu es conscient que c'est ce que j'ai envie de faire et les autres, je les emmerde, c'est cool, t'as un avis tranché, t'es rock, fais ce que t'as à faire et c'est trop bien. Et en plus, en général, quand on a un avis tranché, on inspire énormément. Je pense que la morsure inspire énormément de monde. Après, on valide pas. Mieux vaut avoir un truc clair que mièvre. Le Wise, ouais, moi je trouve que c'est super. J'y suis allé, j'ai adoré la logique. Et les gens sont passionnants, quoi. Rémi, il fait un boulot de malade. Rémi et Guilain, je crois. Et moi, le premier Wise que j'ai fait, enfin, c'est le seul d'ailleurs, c'était une expérience de malade. C'était super cool. Et tu sens qu'il a des envies, j'ai l'impression qu'il tire ça des arts du cirque, sur les rassemblements des arts du cirque. Et du coup, c'est cool d'utiliser un autre business model pour l'avoir, et c'est ce qui en fait sa spécificité. Ouais. Je pense que c'est cool. Il y a le truc qui me chafouine, et encore, j'aime pas le communautarisme, quoi, mais là, on est vraiment... Mais je me suis éclaté, et j'y retournerai avec plaisir. Vous êtes inspirant pour les improvisateurs et improvisatrices amateurs? Qui sont vos mentors qui vous inspirent? Nous-mêmes. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je crois qu'il y a une logique autodidacte dans notre compagnie. Je suis mal à l'aise avec la notion de trop grand mentor. Je suis très mal à l'aise avec la notion de gourou, quoi, et la notion de vérité. Honnêtement, Ken Adams, sans le vouloir, à travers son bouquin, il nous a énormément inspiré. C'est un bouquin qu'on a tous lu, on connaît tous ses exos. Aujourd'hui, on est dans une autre logique bio, c'est un spectacle qui est multiforme, et maintenant, c'est une belle addition d'individualité. Mais quand on a dans notre compagnie des gens comme Hélène, des gens comme Odile, des gens comme Marc, c'est déjà des individus hyper forts, hyper marqués aussi, et qui ont déjà un énorme parcours et une activité parallèle. Ils viennent se rassembler au Cocon et à l'ADNE. Donc c'est pas le même mentor. Le mentor de Marc, on peut considérer que Vogler c'est un grand mentor de Marc, quoi. Et moi je passe mon temps à lui dire que Vogler c'est nul. En vrai je sais que c'est bien, mais il m'énerve. Donc on va débattre sur le sujet, quoi. Et après on vient combiner. C'est plus là il y a des individualités avec chacun ses propres mentors. Je vais pas parler pour les autres, hein, mais je pense que Loïc a pas du tout le même mentor que Nabla. Et moi-même non plus, quoi. Je crois pas que j'en ai un de très spécifiquement, quoi. Moi, c'est vrai que des gars comme Gelman et Mick Napier, je trouve super. Mais moi, je suis con aussi, et j'ai un côté anticonformiste. Donc si j'ai l'impression qu'il y a juste 3 personnes qui vont avoir le même mentor, ça va me suffire pour pas que je le prenne. Ce qui est un peu débile. Mais du coup, il y a un côté fuck-off dans le bouquin de Mick Napier que j'adore. Mais est-ce que c'est vraiment un mentor? Tu vois, j'ai acheté le 2e bouquin, je l'ai pas fini. J'ai lu 10 pages, ça m'a fatigué de lire en anglais. Je me suis arrêté là. Donc. Timor l'a été aussi quand même dans ce qu'il fait, quoi. Mais aujourd'hui, je pense que c'est plus... j'en sais rien. J'ai bien répondu à cette question. Hein. Non. En tout cas, on a une logique de création. Et je crois qu'on ne croit pas à une vérité. Et on vient
cumuler des choses et on réfléchit plus à, plutôt que savoir qui est notre mentor, c'est quoi notre style. Et ça, c'est une question qu'on s'est posée, qu'on se repose, on n'a pas les réponses. Et on y travaille et on se dit, en fait, je crois qu'on l'a, on n'arrive pas exactement à le définir très précisément, mais on a un truc. Parmi la communauté des improvisateurs et improvisatrices amateurs, il y en a une qui brille particulièrement. Si tu avais un nom à donner, c'est qui la star de demain, qui n'est pas encore aujourd'hui visible et reconnue? Je raisonnerais en tant qu'équipe. Et je fais une parenthèse encore. Je ne crois pas qu'au sein de la compagnie, c'est l'addition des meilleures improvisatrices et meilleurs improvisateurs de France, chez nous, ou de très bons. Ils sont bons, c'est sûr. Hein. Mais je crois qu'il y a une logique de groupe. J'ai vu des improvisatrices et des improvisateurs qui sont meilleurs que moi, ou qui sont, je pense, potentiellement meilleurs que nous, qui font des trucs de malade et qui sont impressionnants. La force, mine de rien, c'est eux. D'ailleurs, pour beaucoup, on est plus connu sous le nom de la compagnie que sous notre nom individuel. Je suis persuadé que eux est plus connu que Timothée. Et c'est tant mieux en fait, c'est même flatteur. Ça nous remet sur la logique de collectif, quoi. Donc là, si je devais répondre, je pense que je choisirais plutôt des groupes que je vois qui ont un potentiel de développement de malade mental et qui sont sur ce chemin-là. Je pense à l'équipe bis. Et après, je pense qu'il faut que j'aille voir plus de spectacles d'impro. Je rajouterais Time. Parce que quand Time fera un autre spectacle que ce cabaret qu'ils font, bah franchement, ils sont pros, ils ont un rapport entre eux qui a l'air super cool. Le spectacle est sympa, mais s'ils arrivent à trouver un truc moins cabaret, à mon avis... Très bien, on va conclure cette discussion. Ouais. J'aimerais juste synthétiser du coup sur la compagnie d'improvisation. C'est pour moi un business model qui quand même est proche de la gestion d'une entreprise, avec tout ce que tu nous as expliqué, et 4 piliers qui sont revenus assez régulièrement dans tes propos. La notion d'objectif, qui semble importante, la notion d'objectif clair, pour reprendre exactement tes mots, la notion de travail, j'ai noté aussi la notion de stabilité, la notion de groupe, qui sont 4 mots-clés que tu as utilisés de façon récurrente. Merde, je suis chiant. C'est vrai, ça a l'air... Travail, stabilité... T'as dit quoi d'autre? Objectif, travail, stabilité, groupe. Déconne. Et j'ai noté du coup également qu'un spectacle DE valait 300 €. Non, c'est pas vrai. Ça dépend de la valeur travail et de la valeur point. Tu vois, non, moi je travaille avec un théâtre qui s'appelle l'Improvidence, c'est pas ça qu'on peut... Non, c'est pas ce prix-là. Et c'est évolutif en fonction de qui on s'adresse, de plein de rapports. Mais il y a peu de chances qu'on accepte à ce prix-là, je crois. Je crois pas. Merci beaucoup, Timothée Ancio. Merci.